Bien, bonjour à tous. Merci d'abord à Didier, Mathieu et Edith pour l'invitation. Je suis vraiment très heureux de participer à ce webinaire qui existe, je crois, depuis 3 ou 4 ans maintenant, et qui, effectivement, je suis et je sais combien il compte parmi notre communauté parce qu'effectivement, il parle d'un sujet important qui revient effectivement au cœur des préoccupations lorsqu'on parle des évolutions et des transformations du travail et de la santé au travail, d'une part, et puis aussi, c'est un sujet un peu hybride, qui touche aussi différentes communautés. On en parlait juste avant, entre les sciences de gestion, les sciences humaines du travail, les sciences sociales du travail, et à mon avis, qui devrait aussi intéresser ceux qui conçoivent et qui pensent le travail, que ce soit les sciences d'ingénieurs, les sciences informatiques, et puis aussi tous ceux qui travaillent avec une autre vision de cette UBCT sur le développement et la mise en œuvre du travail. Alors, je pense que tu as bien présenté un peu qui j'étais. Peut-être simplement évoquer aussi qu'on travaille depuis une trentaine d'années sur ce qu'on appelle au départ les changements technologiques, qu'on appelle les transformations digitales, et qui prennent effectivement une ampleur encore plus importante avec l'arrivée à la fois d'outils qu'on appelle les technologies émergentes, l'IA, qui bouscule un petit peu ce qu'on essaie de mettre en œuvre avec les collègues en sciences humaines du travail, sur les ergonomes et sur les usages, c'est-à-dire une préoccupation portée sur le salarié, l'activité, et puis une application dans une conception constructive et concertée de ces outils. Et maintenant, je crois qu'on voit que ça a été complètement remis en cause avec une approche que je qualifie d'absolutisme technologique. L'individu n'est vu comme une variable d'ajustement, et c'est l'IA qui prédomine avec une sorte de pensée magique, et aussi mue par un imaginaire social porté par les politiques et concepteurs, comme quoi l'IA est la réponse à tous les problèmes de l'organisation et n'est pas une solution possible parmi d'autres qu'il faut justement. Donc ça, on a une vision un peu déterministe, descendante et condescendante de l'arrivée de ces technologies, qui remet en cause tout ce qu'on a essayé de mettre depuis un certain temps. Et puis, par ailleurs, il y a eu effectivement le bouleversement sur les configurations de l'organisation du travail avec ce qu'on appellerait maintenant le travail hybride. Donc, ces nouvelles formes de travail qui ne sont pas simplement le télétravail, mais on parle de colocalisation, co-spécialisation, conomadisme, comodalité, de mobilité, aussi de coworking, de flex office, enfin bref, toutes ces nouvelles formes de travail qui réorganisent à la fois le rapport au travail, le rapport à soi, le rapport aux autres. Donc, qui pose énormément de problèmes pour les Marc-Éric, organisations. excuse-moi, est-ce que tu peux te rapprocher un peu de ton micro? Ouais. On t'entend pas très 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 bien. Comme ça va. Ouais, c'est mieux. Donc, ces deux évolutions et d'autres sont aussi liées à des transformations écologiques, des transformations géopolitiques aussi, avec ce qui se passe au travers du monde, et puis également une transformation, je dirais, sociétale, avec, on le sait, des nouvelles problématiques à prendre en compte. Bref, tout ça fait que le travail est repensé, on parle de futur du travail. Et donc, c'est là où on apporte, je dirais, une pierre à cet édifice pour repenser et pour essayer de définir. Alors, certains appellent ça un travail souhaitable ou désirable. Désirable, j'ai entendu ça chez les collègues en gestion. Moi, je parle plutôt d'un travail soutenable et durable et acceptable, c'est-à-dire co-construire ensemble les ressources favorables et les conditions acceptables pour un travail qui soit valorisant, épanouissant et performant. Et donc, c'est là-dessus que je vais baser ma Ton micro est coupé, Marc-Éric. Il est toujours coupé. Voilà, et là, Voilà, c'est bon là, oui, c'est bon. je suis pas, excusez-moi, mais parfois, et donc, je remets, alors vous allez me dire si vous voyez. Donc, je disais, je vais aborder un aspect de ces transformations, qui sont les transformations digitales, les nouvelles formes de travail. C'est les travaux qui nous occupent dans les recherches qu'on mène, que ce soit des projets ANR, que ce soit des projets de convention de recherche avec des banques d'entreprises, ou dans des contrats de test chiffres avec Thales, EDF, Matrice, le ministère de la Justice, sur ces transformations du travail. Voilà, vous voyez bien mon écran et vous m'écoutez bien? C'est bon? Ça marche.
Si jamais, n'hésitez pas à me dire si le micro saute parce que parfois il saute. Alors, d'abord, donc, soutenabilité des technologies pour un travail de qualité, quel enjeu pour la QVCT? Je pense qu'il est important, avant de parler un peu justement de ces évolutions liées aux changements, aux transformations socio-techniques sur le travail, de définir ces termes pour savoir un petit peu à quoi ils renvoient, en tout cas de mon point de vue, pour qu'on se mette d'accord sur une question de vocabulaire. On sait que c'est toujours important de bien nommer les choses pour pouvoir aussi partager une même représentation. Alors, pardon. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par une technologie soutenable? On pourrait dire qu'une technologie soutenable, c'est une technologie qui ne serait pas insoutenable, c'est-à-dire qui n'abîme pas l'individu, qui effectivement, je vais reprendre pour que je vous vois, parce que je vais m'adresser à quelqu'un, qui n'abîme pas l'individu, qui ne l'endommage ni physiquement ni mentalement. Autrement dit, les tâches demandées par ces outils, les conditions de travail engendrées par le déploiement de ces technologies et par ces nouvelles formes de travail ne génèrent pas d'astreinte ou de charges psychiques, physiques, cognitives ou sociales qui vont altérer la santé au travail. Pour rappel, ce n'est pas l'individu qui est intrinsèquement fragile, ce sont les conditions de réalisation du travail qui le fragilisent. Et justement, ces technologies participent à la réalisation, à la mise en œuvre de ces conditions de travail. C'est l'impossibilité de faire un travail dans lequel je me reconnais et pour lequel je me sens reconnu et valorisé, félicité par mes pairs, par mes collègues, par mes bénéficiaires, je dirais, ou mes clients, qui vont m'affecter, qui vont m'atteindre. C'est à force aussi de faire un mauvais travail, parce que je n'ai pas les moyens et les ressources pour faire un bon travail, que je vais avoir l'impression d'être mauvais, d'être quelqu'un qui n'est pas bon dans ce que je fais, donc de n'être pas bon comme individu. C'est parce qu'on a le sentiment aussi de faire un travail inutile et raté, à la fois pour soi et pour les autres, dont on a honte, qu'on peut se sentir inutile soi-même. Et qu'on peut se sentir aussi déconsidéré par ses victimes qui nous jugent, par ses victimes, par ses collègues, pardon, qui nous jugent aussi comme inutile, comme quelqu'un qui n'est pas digne de confiance, qui n'est pas au niveau des règles ou des critères attendus, parce qu'effectivement, on n'arrive pas à faire le travail attendu quand on est dans des conditions de travail ou dans des ambiances de travail ou dans des espaces de travail qui ne nous donnent pas les moyens de faire bien l'activité. C'est parce qu'on doit aussi se battre contre des outils, des technologies inadaptées qui n'ont pas été pensées avec nous et pour nous par rapport à notre travail et qui vont peut-être être pensées à l'opposé de ce qu'on sait être bon pour notre travail, notre façon de voir les choses, parce qu'on a une expérience, une expertise de ce que l'on fait, et qui peuvent aller même à l'encontre de nos habitudes de travail. Eh bien, c'est à force de lutter contre ces outils, ça va nous épuiser, et ça va nous fatiguer. Avec l'idée aussi, parfois même, de déroger à ces outils pour faire autrement, mais avec une charge psychique importante, parce qu'on ne suit pas le prescrit attendu, dicté par ces outils. On a une sorte d'épée de Damoclès. Et puis aussi, c'est voir l'organisation, et de plus en plus, notamment avec l'IA, faire davantage confiance à ces outils qu'à nous-mêmes. Et de peut-être se soumettre à ces dispositifs, à ces environnements davantage, parce qu'effectivement, il y a cette pression où l'outil ne se trompe pas, et elle diffuse, elle distribue les règles, les prescriptions de l'organisation auquel on doit se suivre. Je reviendrai tout à l'heure parce que c'est important, parce que pour moi, ces outils, elles ont un rôle aussi organisationnel, c'est de reprendre la main sur les salariés, une activité qui est de moins en moins présente, les salariés sont de moins en moins présents dans l'organisation, on voit moins le travail. C'est aussi un moyen de manière un petit peu insidieuse de comment contrôler ce travail et d'orienter ce travail. En d'autres termes, moi, la réflexion que j'ai par rapport à ces technologies en lien avec la santé au travail, la qualité du travail, la possibilité de faire ce bon travail, que je puisse m'identifier à ce travail, c'est voir comment de l'inadéquation ou l'inadaptation de ces outils renvoie à la propre inadaptation, inappropriation, voire insignifiance de l'individu au travail.
Et donc, la question de la soutenabilité du travail par les instruments technologiques renvoie aussi aux incidences de ces outils sur la santé des salariés, encore une fois, dans la façon de m'épuiser à faire un travail ou à utiliser des outils inadaptés ou de savoir que je fais un travail qui ne sert à rien ou qui est mauvais et qui m'atteint et qui m'affecte. Et donc, ça renvoie à la question de la santé au travail et des conditions de vie et de vie au travail, conditions de travail et de vie au travail. Donc, on pourrait dire que si on met en place des On a un petit souci là, c'est bloqué. je puisse aussi me les approprier dans l'activité, ça c'est aussi un des objectifs. Qu'est-ce qui est bloqué? On t'entend plus, Marc-Éric. Tu es en freezing là. C'est bloqué? Ouais. Ah, oui. Alors attends, je vais essayer de remettre. Ouais, je vais changer. Ça a l'air d'être débloqué là. Débloquer. Je vais mettre un partage parce que peut-être que c'est. Là, on t'entend. Ouais. Tu es débloqué. Et là, c'est bon? C'est bon? Ouais, ouais. C'est bon. Je me suis remis sur le partage de connexion avec mon téléphone parce que, vous voyez, par exemple, on est en plein dedans. Voilà. Comment des technologies inadaptées, inappropriées génèrent un stress, une émotion. Donc, c'est une émotion, une charge émotionnelle, pour pouvoir maintenir une activité, un engagement. Et donc, récupérer. Et ça, on le vit constamment. Ça participe à nos questions de travail. Donc, on est en plein dedans. Donc, on voit comment, si on met en place des technologies appropriées et appropriables, parce qu'on est aussi dans cette idée que ces technologies, elles doivent accompagner le parcours, donc durable. Les technologies, on parlait de soutenable, mais durable, appropriable, c'est-à-dire sur le temps de parcours de formation, de l'expérience, de l'activité des individus, qui n'est jamais la même, les besoins sont différents, ma compétence, elle évolue, mon organisation de travail évolue, les demandes des salariés ou des clients évoluent. Donc, la technologie doit s'adapter aussi à cette évolution de l'activité, donc il faut qu'elle soit appropriable et durable dans le temps. Ça, on doit le penser comme ça. Je me souviens d'une expression d'une sociologue des usages, Jacques Riche, qui disait l'adapter, c'est l'adopter. Adapter des technologies, se l'approprier, c'est pour moi le préalable à l'appropriation, à l'acceptation de ces technologies. Sauf que, et ça, je pense qu'on est bien le lieu pour le savoir, ça a déjà été dit et redit, mais il faut le redire, que cette qualité de vie au travail, oui, c'est normal que vous ayez que la page de garde. Hein, je fais l'introduction, après je passerai dans le contenu. Donc, cette notion de qualité de vie au travail, hein, avec le lien avec les technologies, eh bien, elle a été complètement dévoyée par les entreprises. Ils se sont récupérés comme d'autres concepts, et ça me pose problème parce qu'on parle beaucoup au sein des entreprises de dialogue social, de dialogue professionnel, de collectif de travail, de qualité de vie au travail. On parle même de pouvoir d'agir maintenant. Ils se rapproprient ces concepts, hein, mais en les dévoyant totalement. C'est-à-dire que c'est un langage performatif où on pense qu'il suffit d'utiliser ces termes pour mettre en place les effets attendus. Hein, par exemple, sur une grande organisation, je ne citerai pas le nom, mais ils parlaient de collectifs de travail à travail. On dit on met des collectifs de travail, mais ce n'est pas des collectifs qu'ils mettent en place. Ils mettent en place du travail d'équipe, du travail collectif, mais ce ne sont pas des collectifs de travail. Comme le pouvoir d'agir, c'est une certaine vision d'un pouvoir d'agir, comme etc., etc. Donc, il faut faire attention, hein, comme le disait Camus, mal nommer les choses participe au malheur du monde. Et la qualité de votre travail, ça a été aussi longtemps cet abus de langage où on utilisait ça pour dire on met en place des moyens et des conditions pour donner la possibilité aux salariés de mieux vivre dans leur travail. Hein, On a toujours ta page de garde à l'écran, c'est normal? C'est normal, c'est normal. Ok, d'accord. Ok. Cette conception hein, de la condition de la qualité de vie au travail, elle reposait sur une prise en charge individuelle des personnes par des approches hygiénistes et très psychologisantes. Elle a été déployée, et j'espère que ça va changer aujourd'hui, pour rendre encore un temps l'insupportable acceptable. Finalement, on leur donnait des artifices psychosociaux pour tenir, avec des programmes de développement personnel, de pensée positive, de relaxation, de méditation pleine conscience, de massage, de coaching, d'espace de jeu, de détente. Tout ça pour qu'on puisse effectivement donner des ressources internes afin effectivement de tolérer ou de travailler malgré tout, malgré soi parfois,
dans des conditions qui restent inadaptées, inappropriables, inacceptables. En ce faisant, on individualisait aussi la problématique de la santé au travail. C'est-à-dire qu'on en venait à traiter l'individu qui pose le problème plutôt qu'à traiter le problème qui est posé par l'individu. Ce qui a pour effet de culpabiliser, enfin de plus responsabiliser, mais aussi de culpabiliser l'individu qui, effectivement, en cas de difficulté, montrait son incapacité, son impéritie, ou son apathie, voire son abolie, c'est-à-dire son manque de courage, son manque d'envie, son incompétence pour pouvoir faire face aux exigences, aux attendus, aux transformations qu'on leur donne. On parle souvent de résistance au changement, mais on ne parle jamais d'impuissance. Il y a une impuissance de pouvoir travailler avec les outils qui me sont donnés, avec les moyens qui me sont alloués, avec une organisation qui est déficiente. Et ça ne marche pas. Donc ces conditions dont les technologies, effectivement, contribuent à la dégradation de ces conditions de travail. Et pour moi, pour terminer là-dessus, la qualité du biotravail, si je devais me donner une définition, pour moi, elle repose sur 3 piliers. Un, c'est effectivement mettre à disposition, et c'est ce que je vais essayer de démontrer, des moyens, des dispositifs, des ressources qui soient appropriées au travail qui se fait et aussi au travail qui pourrait mieux se faire, parce que ce n'est pas ici et maintenant, il faut aussi avoir une vision prospective. Dès lors qu'on met en place des artefacts, des outils, le travail va changer, donc il faut essayer de voir un peu plus loin que le bout de son nez pour voir comment ce qu'on va mettre en place va aider sur le long terme. Je disais. Ça, c'est aussi à co-construire par une prise en compte du travail réel, par des analyses de situation, et pas simplement par une vision un peu décalée. 2, c'est donner les moyens aux personnes de s'exprimer sur ce qu'ils vivent, ce qu'ils font et comment ils pourraient mieux travailler. Et 3, c'est de contribuer, de participer, de vivre une expérience, c'est-à-dire de participer à des alors, on parle d'agilité, de méthodes agiles, etc., mais c'est plus loin, c'est la simulation d'activités, c'est une réflexion sur les contributions effectives de tels outils pour pouvoir enrichir, modifier ou trouver une place acceptable de ces outils dans l'activité pour qu'elle ne se substitue pas au cœur du métier et ce que représente un peu aussi le sens de l'engagement des individus. Voilà. Donc, ces technologies soutenables, c'est quoi des technologies pour moi soutenables et durables? J'arrêterai là pour cette introduction. C'est concevoir des modalités de travail qui soient respectueuses des capacités humaines, des valeurs professionnelles et des modes de fonctionnement individuels et collectifs afin que les salariés puissent se révéler, s'exprimer, s'accomplir et se développer dans ces environnements. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement leur permettre uniquement de travailler, de bien travailler, mais aussi de se développer, de se révéler, de faire autre chose et mieux, de renouveler leur manière de faire, de pouvoir aussi créer, d'agir aussi sur l'environnement et pas de le subir. Et ça, pour moi, c'est important. Et qu'encore une fois, qu'ils suivent durable, qui suivent aussi le développement de carrière, de compétences, d'évolution aussi des activités. Ces technologies soutenables doivent permettre aux salariés de faire autorité dans leur travail et d'être ce que j'appelle aussi des acteurs, des agents et des artisans de leur travail. C'est-à-dire acteurs qui soient à l'origine de leur conduite et qui ne soient pas simplement des exécutants des outils, des agents, c'est-à-dire qui puissent transformer les conditions de travail, des environnements, des situations, qui soient opérants, et puis des artisans, c'est-à-dire qui peuvent aussi créer, innover, qui peuvent faire autre chose. Et les outils peuvent leur donner, on verra, des disponibilités nouvelles pour pouvoir penser autrement le travail, et mieux le travail. Par exemple, le chirurgien, vous voyez, je suis limité, là, quand je fais mon geste, je suis limité à 180 degrés. Si vous mettez des extensions robotisées aux chirurgiens, donc ils pilotent, alors il y a plein d'inconvénients, mais ils pilotent avec leur... j'ai parlé dernièrement avec des chirurgiens qui faisaient ça, avec des joysticks. C'est plus 180 degrés, c'est 520 degrés de tour d'extension périphérique. Et avec cette marge de manœuvre, ce rayonnement d'activité que vous leur offrez, on peut imaginer de nouvelles opérations qui sont bénéfices aussi du patient. Donc voilà, c'est des capacités d'action nouvelles, des pouvoirs d'agir qui nous sont donnés. Et là, c'est effectivement quelque chose qui est favorable et soutenable à l'activité. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, nous, c'est aussi tout ce qui va, et c'est pour ça qu'on intervient souvent dans des projets de recherche ou des interventions d'organisation, c'est lorsque ces technologies ne sont pas soutenables. Et donc, je vais vous présenter pour moi les différents registres dans lesquels et pour lesquels les technologies contribuent à limiter l'engagement, le travail, l'épanouissement, la valorisation, la reconnaissance du salarié dans son travail. Et vont à l'encontre finalement du projet, l'ambition de ce qu'on essaie de faire.
Alors, première chose, une des raisons pour lesquelles ces technologies deviennent insoutenables, c'est lorsqu'elles sont source d'intensification du travail. C'est effectivement, je le disais tout à l'heure, se forcer malgré tout et malgré nous à vouloir tenir des engagements, à tenter de maintenir une qualité du travail en dépit du manque de moyens, de ressources et malgré des exigences inconsidérées ou encore en faisant avec des outils obsolètes ou inadaptés qui ne tiennent pas compte de nos réalités ou contraintes de travail. C'est donc se forcer pour essayer de faire tant bien que mal son travail et souvent se faisant mal. Et donc, cette intensification du travail, on peut le voir avec différentes manifestations. Je vais prendre deux exemples de technologies que vous connaissez plutôt bien, qu'on appelle la dispersion au travail, qui sont vues tous les jours, qu'on subit tous les jours, et l'autre qui est plus avec des objets un peu innovants, émergents. J'ai fait une séance de thèse la semaine dernière, et l'INRS est une grosse, contribue beaucoup à ces réflexions, c'est sur les exosquelettes, hein, qui ont aussi, dans le milieu industriel, quelque chose qui justement est là pour améliorer les conditions de travail, mais on va voir que ça ce qu'on appelle la dualité des technologies. La dualité des technologies, c'est-à-dire que ça peut avoir des effets favorables, mais ça peut avoir des effets défavorables, parce que justement, on n'a pas pris en compte, on n'a pas apprécié avant toute chose la réalité, les conditions de travail réelles pour pouvoir comprendre un peu les effets. Alors, dans cette première intensification du travail, je vais prendre l'exemple effectivement de ce qu'on appelle une activité dispersée ou fragmentée dans le cadre des fortes sollicitations numériques. Et ça, c'est une activité qui est un peu liée à une nouvelle forme de travail. Parce que ce que je vais vous montrer là, c'est une description d'activité qu'on avait faite, nous, il y a quelques années de cela, pour une équipe pour l'APEC, l'Agence pour l'emploi des cadres. Et ce qu'on a vu là, pour le travail des cadres, finalement, c'est quelque chose qui maintenant se déploie pour toutes les fonctions, pour tous les niveaux hiérarchiques, c'est-à-dire les employés, les salariés ou les cadres intermédiaires qui ont aussi sont confrontés à cette situation-là, avec, et d'autant plus depuis la crise Covid, donc depuis ce travail dispersé et ce travail en mode hybride. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est l'idée, vous voyez, qu'on a 9 pôles d'activité que vous voyez à gauche, hein, qui sont superposés. Donc, c'est une directrice de communication hein, qui exerce une activité. Elle a 9 grands pôles d'activité, comme on a, nous, 9 tâches d'une journée. Et en fait, ce n'est pas vous qui allez décider de passer de l'une à l'autre, c'est les sollicitations numériques, c'est les stimulations électroniques, pourrait-on dire, qui vont interrompre votre activité et vous projeter dans une activité qui n'était pas du tout attendue, anticipée, et pour laquelle vous allez devoir répondre. Alors, c'est quoi? Ça peut être un email, ça peut être la messagerie instantanée, ça peut être WhatsApp, ça peut être maintenant Teams avec une ouverture qui s'ouvre comme ça peut être les réseaux sociaux numériques, ça peut être plein d'outils de Klaxoon, plein d'outils collectifs, collaboratifs auxquels vous êtes abonné ou associé et qui vont vous demander, ou une alerte d'agenda, d'interrompre votre activité pour vous projeter dans une activité non prévue. Et donc, chaque petit rectangle de couleur, ça indique justement le temps consacré à cette activité. Et vous voyez que finalement, sur 4 heures, il y a ces 9 pôles d'activité principaux, mais on a 54 petites séquences d'activités qui vont se succéder par micro-tâches. Donc on va s'engager, il y a une interruption qui arrive et on va bousculer de l'un à l'autre sans le vouloir pour pouvoir engager une action par rapport à ces sollicitations. Et alors on est dans ce qu'on appelle la dispersion, la multi-activité, mais on peut avoir une simultanéité, une superposition d'activités. C'est-à-dire qu'on peut être amené à faire 3-4 choses en même temps. Donc on a une dispersion d'attention aussi, parce que vous êtes peut-être derrière votre écran en ce moment, mais vous êtes aussi sur votre messagerie, et puis vous êtes aussi sur LinkedIn, parce que vous répondez à une sollicitation sur LinkedIn, parce que quelqu'un vous a demandé sur LinkedIn, etc. Et vous avez vu. Donc on est sur plusieurs supports en même temps. Et vous voyez que ça crée à la fois une charge cognitive, parce que aller de l'un à l'autre et revenir, il faut savoir où on était, ce qu'on faisait. Ça aussi nécessite d'ouvrir des outils différents, et donc chaque outil nécessite aussi une logique différente qui réclame une mémorisation, quelle commande, quelle fonction pouvoir utiliser là ou pas et faire éventuellement pour récupérer les choses. Et puis, c'est aussi une fatigue mentale, parce que à force de pouvoir se disperser, il faut effectivement pouvoir un peu retrouver du sens quand vous revenez où j'en étais avant.
qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je dois faire. Et puis, dernière chose, on est aussi sur une perte de sens. Parce que les gens le disent, ils disent on a l'impression de faire beaucoup de choses, un petit peu, mais rien jusqu'au bout. Donc, un cadre me disait, par exemple, moi j'ai la difficulté d'expliquer ce que je fais à mon fils. On a l'impression de rien faire. Et donc, vous avez aussi une charge organisationnelle parce qu'il faut recomposer la journée ou travailler le soir pour pouvoir finir la tâche qu'on avait prévu de faire la journée. Donc, on ramène du travail à la maison, ça peut aussi susciter des confrontations, des tensions familiales. Et puis, l'idée, c'est aussi peut-être de se précipiter pour terminer une activité, mais on est tellement entrecoupé de la journée qu'on va finir pour faire un travail bâclé, ni fait ni à faire. Donc, on va se sentir aussi comme quelqu'un qui a fait du mauvais boulot. Et puis, dernière chose aussi, c'est l'idée qu'on est dans un travail qui passe de tâches de très haute valeur ajoutée. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je vais être confronté à je sais pas moi, un budget, à une demande de projet NR, comme mes collègues autour de l'écran ont, et puis, vous allez avoir un petit message qui vont vous dire la gestionnaire administrative, il faut que vous m'envoyer vos justificatifs de péage pour vous rembourser 3,50 €, alors que par ailleurs, vous êtes en train de négocier un budget de 3 millions d'euros. Et là, si vous ne le faites pas, c'est la dernière limite, ou justifie-moi une autre opportunité pour acheter du café, quoi. Donc vous êtes dans quelque chose, vous voyez, émotionnellement, où vous êtes très irrité par ces demandes de sollicitation et qui se pénètrent, qui arrivent comme ça de manière inopinée, quoi. Donc on est aussi, alors tout ce qu'on ne peut pas faire, alors, il y a tout ce qu'on peut faire et qu'on fait mal, puis tout ce qu'on ne peut pas faire et qu'on relaie, donc ces tâches suspendues, inachevées, contrariées, donc l'activité empêchée qu'on réalise et qui nous empêche de bien faire le boulot, on le voit. Et dernière chose, on voit aussi qu'on a fait un focus sur, voyez, 11 minutes. 11 minutes, c'est pas beaucoup 11 minutes. Alors, petite parenthèse, c'est ce que je dis là, ce travail de fragmentation qui était l'apanage du travail des cadres. Mitzberg l'avait bien montré à l'époque, mais lui, les séquences, c'était 15 minutes. Il faisait 15 minutes avant de basculer d'une activité à une autre, et ça, c'était quelque chose qui était normal. Là, vous voyez comment la technologie a accentué, amplifié ce phénomène, puisqu'on est sur des pics de 4 minutes 30 à 1 minute 30, des micro-tâches. Et ce n'est pas seulement les cadres, mais c'est tout le monde. Donc, c'est aussi les technologies qui ont amplifié ce phénomène avec le travail hybride. Parce qu'on est effectivement maintenant plus sollicité, on y reviendra tout à l'heure, par des collègues, par les outils, par les clients qui nous, on est moins présents et donc il faut répondre en constamment avec les chefs, etc. Rendre compte. Et donc, on a fait une focalisation sur 11 minutes. Et vous voyez qu'en 11 minutes, alors ça qui est intéressant aussi, parce que quand on regarde avec nos outils de psychologie sociale et du travail, un peu ce qui se passe dans ces mouvements de basculement d'une activité à une autre, en fait, vous ne basculez pas seulement d'une activité à une autre, vous basculez aussi en termes de rôle social. C'est-à-dire que chaque activité est un système d'activité dans lequel vous allez engager, déployer des compétences, un rôle, une posture, une autorité plus ou moins importante en fonction de ce qu'on a attendu et de ce que vous devez faire. Par exemple, vous voyez que dans 11 minutes, elle passe d'un rôle de chef de projet à un rôle d'expert, à un rôle d'interface clientèle, à un rôle de manager. Donc, je ne peux pas parler de la même manière, je ne peux pas me positionner de la même manière, je ne peux pas être à l'écoute de la même manière. Il faut aussi que j'ai une certaine flexibilité. Et Dachary, qui avait été une des premières à démontrer ça avec l'ICOP, sur les compétences, sur cette activité de dispersion, avait appelé ça des compétences de dispersion. Il faut aussi des compétences de dispersion particulières pour pouvoir gérer ce passage de l'un à l'autre et justement cette action, cette manière d'être et de faire dans ces différents registres d'activité. Et puis moi, je parlais aussi de compétences de disponibilité, c'est-à-dire se rendre accessible et disponible, parce qu'il y a aussi des stratégies pour se rendre invisible et inaccessible. Mais il faut aussi le justifier, le prouver. Et ça réclame aussi une manière de faire. Par exemple, Teams, de gérer est-ce que vous êtes visible ou pas, ou de répondre tout de suite ou pas à vos emails. Mais comment justifier, l'expliquer auprès des collègues qui ne vous voient moins ou plus, on attendait, etc. Donc c'est aussi, vous voyez, donc il y a toute aussi une réflexion à avoir sur ce qu'on met en place vis-à-vis de ça. Et puis derrière, il y a des registres de communication aussi qui sont sollicités, qui sont différents. Là aussi, il faut savoir naviguer entre des registres vocaux, on est peut-être ou oraux ou interactionnels physiques, on est peut-être plus à l'aise que quand on est à distance, quand il faut prendre l'écrit, clavier pour expliquer des choses, et y compris aussi des outils. On a une multitude d'outils utilisés qui réclament aussi des savoir-faire techniques, des pas soft skills, mais des tech skills, pour pouvoir agir et avec ces outils de manière adaptée et rapide. Donc c'est tout un ensemble de compétences, d'organisation, de contraintes, d'astreintes aussi, qui sont
mobilisés dans cette activité. Une dernière chose aussi par rapport à ça, on pourrait dire que, en termes d'intensification au travail, hein, on est bien là-dedans, c'est-à-dire une accumulation de choses différentes à faire, c'est les 3 V, variabilité, vélocité et volumétrie. Donc on a un volume d'informations plus important, une arrivée plus importante d'informations et une variabilité des informations et aussi, dernière chose, la perte de sens. Et le manque de moyens pour y répondre, c'est-à-dire qu'on est constamment aspiré, sollicité. Donc ça participe bien à cet effet d'intensification du travail avec cette perte de sens et le manque de ressources et de moyens pour y répondre. Mais pour autant, est-ce que cette dispersion, elle est négative? Et c'est vrai que vous allez toujours m'entendre dire c'est nul, c'est mauvais, c'est négatif, mais ça peut avoir du bon. Parce qu'on regarde, je ne peux pas travailler uniquement toute une journée sur une tâche unique. Il faut aussi de la variabilité, il faut aussi de la dispersion pour pouvoir souffler, m'aérer et aussi relativiser. Peut-être que je suis bloqué dans une activité là, une seule activité, mais j'avance dans une autre, où je peux trouver des ressources dans une autre activité pour la réalimenter, celle où j'étais bloqué, ce qu'on appelle la sérendipité, trouver de manière fortuite des ressources pour pouvoir les réinjecter par ailleurs. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment. Mais pourquoi c'est positif cette dispersion? C'est quand je la maîtrise, moi. C'est quand je contrôle. Ce que je disais, quand j'ai les moyens d'agir, là, c'est favorable et positif. Quand je définis ce qui est bon pour moi, voilà. Mais si je la subis, c'est négatif. Et en termes d'intervention, je terminerai là-dessus pour cet exemple-là. Pourquoi nous, quand on intervient, c'est aussi une des originalités. On n'est pas simplement sur un mode de recherche-action où on intervient et on diffuse des recommandations qui ne sont jamais appliquées, plein de raisons. On essaie quand même d'idée d'une recherche-intervention, c'est-à-dire que cette connaissance, cette compréhension de l'activité suscite des transformations par notre action, avec les salariés et auprès des organisations. Et là, par exemple, quand vous mettez ça devant un salarié, enfin la cadre, qui regarde ça, et c'est un effet réflexif. Regarde, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais bien? Qu'est-ce que je fais mal? Mais surtout, qu'est-ce que je devrais faire? Et pourquoi je fais ça alors que ça, avant, je ne le faisais pas? Et donc, elle prend en compte en disant vous êtes plusieurs en plus. Ah, on est plusieurs, c'est-à-dire qu'on subit ça. C'est pas nous qui n'y allons pas. Encore une fois, c'est pas pour porter la responsabilité sur moi, c'est un problème d'organisation du travail. Et donc, développer des règles communes de métier pour dire, bah, ça, c'est pas à nous de le prendre en compte. Hein. Tout ce qui est gestion, par exemple, des problèmes de facturation, je regrette, c'est à la gestionnaire. J'ai repris ça parce qu'elle était absente. On est plusieurs à dire que c'est pas acceptable. Donc, ça reprend et ça nous libère. Donc, il y a à la fois une prise de conscience, de connaissance de ce qui va, ce qui ne va pas, un partage effectivement de cette expérience et puis la définition de règles communes qu'on peut aussi apporter à l'organisation pour dire prenez en compte cette demande-là et avancez. Donc ça, c'est des actions qui sont aussi intéressantes dans l'intervention. Deuxième exemple, avec des technologies qui sont pensées pour pouvoir améliorer la qualité de vie et les conditions de travail et qui, on va voir, ont des effets complètement contraires à ce qui est recherché. C'est paradoxal. J'en parlais, hein, les exosquelettes, avec l'idée effectivement que ça va avoir tendance non pas à permettre aux individus de faire front face, ou de tenir face à un travail, ou d'atténuer les exigences physiques qui peuvent être liées à des contraintes fortes, mais ça va avoir un effet contraire d'amplifier justement tout ce qui est astreinte physique sur le corps. Et donc, avec des effets rebonds qu'on va voir. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on met en place un artefact, quelle qu'elle soit, technologie, quelle qu'elle soit, elle n'est pas neutre. Ça va avoir des effets. Ça va avoir des effets à la fois sur le travail qui se fait, ça va en changer la nature, ça va changer les repères, ça va en changer les modalités, et ça va donc changer aussi la façon de faire ce travail, d'envisager, de penser, d'organiser, de coopérer, de collaborer au travail. C'est plus le même boulot. Même si on dit que les technologies, il n'y a pas d'effet, il y aura toujours un effet. Mais il faut voir justement comment ces effets peuvent être favorables ou pas pour le travail. Et donc là, effectivement, c'est ces exosquelettes qui, je le disais, sont là pour permettre. Alors, il n'y a pas de son, hein, c'est normal qu'il n'y ait pas de son, qui sont ce que j'appelle aussi des technologies palliatives, hein, qui permettent de combler ou compenser un déficit ou une fragilité de l'individu qui peut subvenir pour différentes raisons, hein, par des gestes répétitifs, par des exigences physiques. Et là, par exemple, vous avez un gant bionique à droite, hein, qui n'est pas là pour compenser une faiblesse, mais pour anticiper finalement la dégradation physique liée au travail physique, hein, de force, où vous avez au bout, vous voyez, des mains, des capteurs avec des espèces de tendons artificiels qui vont alléger la tension par rapport
à la prise de certains objets ou les tremblements ou les percussions avec le marteau, etc. Et pareil, vous avez à gauche, ici, par exemple, des exosquelettes des membres inférieurs, parce que effectivement, sur les chaînes de production, vous êtes beaucoup sollicité à vous baissant, en vous remontant, et puis on peut avoir un certain nombre de TMS, de musculo-squelettiques, liés à ces actions. Et donc là, ça permet aux gens soit de tenir au travail malgré effectivement une certaine fragilité ou une difficulté d'exercice du travail, ou bien d'anticiper la survenue de ces fragilités pour permettre aux gens, par exemple, quand on travaille en hauteur, voilà, de ne pas trop solliciter les tendons et les épaules et de pouvoir malgré tout travailler. On le voit ici sur cette vidéo. Donc c'est une fonction pas de palliative, mais c'est une fonction préventive. Donc c'est les deux raisons pour lesquelles on met en place. Et puis ça suscite aussi une attractivité du travail. Il faut voir aussi que la mise en place des technologies, ça peut être aussi un effet pour revaloriser des tâches. Michelin, par exemple, ou d'autres entreprises développent des industries du futur avec plein de technologies, exosquelettes, robots, IA, pour finalement redonner un peu plus d'attractivité, de valeur à des fonctions qui étaient un petit peu dénaturées ou dégradées, comme les ouvriers de bas niveau de qualification ou les ouvriers de chaîne de production. Donc, effectivement, ça sert à ça. Mais, comme je le disais, ça peut avoir des effets qu'on appelle rebond ou contraire à ce qui est recherché. D'abord, pourquoi? D'abord parce qu'une première chose qu'on connaît bien, c'est, je disais, le fait que vous mettiez un artefact, ça change le travail qui se fait, la façon de faire le travail. Ça veut dire que le geste n'est plus le même. La qualité du geste, la qualité du travail réalisé n'est plus le même. Et donc, l'idée que vous pouvez aussi avoir un ressentiment par rapport au travail qui est réalisé, ne plus vous reconnaître, ne plus avoir l'impression de faire du bon travail par rapport à ces dispositifs-là. Et donc, du coup, l'outil, parce qu'il manque de précision, il manque de souplesse, il ne vous permet pas d'aller à quelque chose de très fin dans le mouvement, vous donne l'impression de faire du mauvais travail. Et donc, ça peut générer un ressentiment vis-à-vis de l'activité que vous réalisez. Donc, on va délaisser cet outil pour pouvoir continuer à faire du bon boulot. Ça, c'est une première chose. Le deuxième fait, donc on est sur le sens, la perte de sens de son travail, par rapport à la qualité du travail réalisé, parce qu'on perd en intérêt, c'est qu'on est dans une adaptation finalement, pas de la machine à l'homme, mais de l'homme à la machine, parce qu'on doit effectivement suivre, s'ajuster par rapport au dispositif. Et là, l'INRS l'a bien montré, par exemple, elle montre bien que ces systèmes, elles pressent sur différents mouvements du corps. Et donc, on a besoin de compenser pour peut-être enlever quelque chose qui va oppresser un mouvement. Donc, voilà. Ou alors, en faisant le geste, vous ne pouvez pas parfaitement réaliser, parce que la thèse dont je parle, à laquelle je pense, c'était la semaine dernière, c'était des préparateurs de commandes qui vont peut-être dans des drives mettre vos produits dans vos coffres, mais il y a différents types de coffres. Et donc, parfois, il faut s'allonger. Et comme l'exosquelette, il peut être un peu impressionnant, ça vous bloque. Donc, il faut compenser ce geste en faisant un autre geste pour le faire. Mais en faisant un autre geste, et du coup, c'est là où vous pouvez avoir des torsions qui sont malvenues. Donc, vous voyez, ce qui peut apaiser d'un autre, ça peut accentuer. Et puis, un collègue qui était à l'assistance de thèse me racontait aussi qu'un spécialiste des squelettes, il dit, on apprend aussi des gestes, finalement, encore une fois, c'est l'adaptation de l'homme par rapport à l'exosquelette qui finalement perdure quand on n'a plus l'exosquelette. Ce n'est pas forcément des bons gestes. C'est-à-dire qu'on continue aussi à travailler ou à se mouvoir dans des mouvements qui sont un peu exigés par l'exosquelette et qui vont un petit peu perturber le corps. Toujours dans cette adaptation de l'homme à l'outil, et pas l'inverse. Vous voyez, vous avez par exemple ici un exosquelette qui est robotisé. Là, l'exosquelette robotisé, c'est effectivement quelque chose qui va vous permettre d'alléger la charge de travail physique parce que l'outil vous aide. Ce n'est pas un exosquelette qui est un peu mécanisé, mais qui finalement vous soulage, mais de manière robotique, effectivement, dans les actions à réaliser. Sauf que ce n'est pas des gestes qui sont naturels. Vous ne pouvez pas faire comme ça. Vous devez vous adapter au rythme, à la cadence du robot. Or, les TMS, les troubles musculo-squelettiques, ce n'est pas la répétition du geste inutile, c'est aussi l'empêchement du bon geste. Et quand vous avez un geste qui est freiné, qui est limité, et qui est inhibé, eh bien, ça peut aussi accentuer toutes les distorsions, toutes les
les sollicitations des tendons et des muscles. Donc cet outil qui devait là apaiser va accentuer et amplifier les sollicitations parce qu'on ne peut pas faire le geste, on freine, on limite, on inhibe son activité. Il y a également, donc c'est tous des gestes contraints ankylosés qui empêchent l'expression spontanée de l'activité. Il y a aussi ce que j'appelle les effets de bord. Et ça, c'est important, c'est-à-dire que quand on met en place une technologie, on regarde aussi comment cette technologie n'a pas seulement un effet sur l'individu lui-même, qu'on vient de le voir, hein, c'est-à-dire la capacité de faire ou pas le second geste, ou de modifier son comportement pour travailler malgré tout, s'adapter aux injonctions du système, mais il y a aussi, on regarde les effets de cette technologie sur l'environnement social et organisationnel, c'est-à-dire avec les personnes avec lesquelles je travaille. Je ne travaille jamais seul, hein, je travaille toujours pour quelqu'un, avec quelqu'un, sous la direction de quelqu'un. Et cette technologie, elle va toujours avoir un effet aussi sur les autres, de manière directe et indirecte. Or, les autres, ce sont aussi des prescripteurs ou des proscripteurs de mon travail. Et donc, si les autres sentent que cet outil a un effet négatif sur eux, bah, moi, du coup, je devrais aussi peut-être le rejeter ou pas l'utiliser, alors qu'il est bon pour moi, parce qu'il n'a pas été pensé pour eux. Donc, il faut avoir toujours une vision un peu systématique et globale. Deux exemples à ça. La première sur la dimension sociale et puis après sur la dimension organisationnelle. La mise en place d'un exosquelette dans un atelier aéronautique où les gens mettaient des rivets sous les ailes d'avion nécessitait d'enlever et de le mettre à différents moments de la journée, cet exosquelette. Sauf qu'on ne pouvait pas le mettre soi-même tout seul. Il fallait demander aux collègues de venir nous aider. Donc, je parlais d'interruption de tâches. Une fois, ça va, mais quand vous demandez à vos collègues de venir 4, 5 fois arrêter leur travail pour venir vous aider, il y a un moment donné, ils vont dire, écoute, tu nous emmerdes, il y en a marre. Arrête de nous embêter dans ton travail. Donc, on voit effectivement comment, et ça, dans l'acceptation située, c'est ça qui m'intéresse, c'est de voir que comment cet outil va perturber le travail collectif ou le collectif de travail, ou alors, si vous avez un collectif de travail qui est déjà mauvais, c'est-à-dire que les gens se sont un petit peu tendus, c'est pas la peine de mettre ce type d'outil parce qu'il sera jamais utilisé, parce que les autres ne viendront jamais, ou vous n'oserez pas demander aux autres de venir vous aider. Et puis l'aspect organisationnel, c'est justement pour éviter effectivement qu'il y ait un peu cette dispersion où on met, où on enlève, et ça c'est lié aux exigences du travail, hein, ce rivet parce qu'on a différentes tâches de la journée, on va essayer de rassembler toutes les tâches en une seule fois la matinée pour que la personne porte une fois l'exosquelette pour faire tous les rivets le matin. Sauf qu'on voit qu'il y a une concentration de la charge de travail qui se fait que la matinée, qui peut accentuer aussi les exigences et les astreintes au travail, alors qu'avant elle était diluée sur la journée. Vous voyez que cet outil, elle oblige aussi à redéfinir l'ordre social, les liens sociaux, l'organisation du travail, alors qu'a priori, on pensait qu'il apportait des choses favorables et positives. Mais quand on creuse un peu, on voit les effets. Et puis, dernière chose, d'un point de vue stratégique et social, et je dirais de décision politique, on peut aussi voir ces dispositifs comme des sortes de pis-aller qui évitent à l'entreprise de s'interroger sur les causes, organisation réelle de la vulnérabilité de ses salariés. Dit autrement, on leur donne, je le disais tout à l'heure en introduction, les moyens de tenir, alors que les cadences de travail restent les mêmes et les exigences de travail sont toujours aussi intenables et insoutenables. Donc, en proposant ces prothèses technologiques, on individualise la problématique de la pénibilité et on évite de porter les critiques sur l'organisation du travail qui sollicite l'individu de manière inappropriée ou insuffisante. Et on leur donne les moyens de tenir, encore une fois. Ça, c'était un des aspects liés à l'organisation, sur l'intensification du travail. Un autre élément qui peut effectivement poser problème, c'est la perte de sens dans le travail. C'est-à-dire, effectivement, quand ces technologies nous imposent de renoncer à nos propres règles de métier, c'est-à-dire la façon dont on considère un bon et un beau travail, hein, pour appliquer les procédures et les standards de l'organisation qui exigent d'aller à l'encontre de nos propres valeurs professionnelles et ce que l'on sait être bon pour le service rendu, pour le travail, pour le client et pour les collègues. Ça produit une perte de sens par la capitulation de nos principes d'action, par le renoncement parfois à nos cadres éthiques de travail, à nos valeurs professionnelles, qui peut affecter notre engagement et notre accomplissement au travail et altérer aussi notre identité professionnelle. Pourquoi? Parce que l'identité professionnelle, elle repose sur deux notions, hein, à la fois de se reconnaître dans le travail que l'on fait, c'est s'identifier à ce travail, avoir l'impression de faire du bon travail qui répond à nos critères, à nos valeurs, et être identifié par les autres comme un bon collègue qui respecte ces règles de métier, ou par nos responsables, par nos clients qui nous disent que vous faites un bon boulot, que c'est ça. Et cette identification et cette identité, elle est l'armature de la santé psychique, comme le dit Molinier de jour.
C'est-à-dire que si on effrite effectivement cette identité, on effrite aussi et on touche la santé au travail. Donc il faut pouvoir aussi construire du sens et se reconnaître et s'identifier à ce travail. Sauf qu'on va voir dans quelques exemples, que c'est pas si sûr, et notamment avec l'IA. Alors le premier exemple que je vous donne, c'est celui, on a une recherche ANR, une recherche ANR sur la logistique actuellement. On essaye de développer une IA qui aide justement les professionnels de la logistique à faire des palettes. C'est con, c'est tout. Faire des palettes, vous savez, c'est ce qu'on appelle le picking, quoi. Des belles palettes. Et justement, c'est le terme de belle palette. C'est quoi une belle palette? Qu'est-ce qui définit que c'est une belle palette? L'idée aussi que c'est des instruments qui vont permettre d'aller aussi dans une performance. Mais quel type de performance? Pour qui? Avec quelle ambition? Alors, je vais vous déjà montrer une vidéo. Alors, c'est une vidéo qui présente un petit peu l'usage d'un voice speaking. Donc, vous allez voir, c'est une sorte d'IA vocale qui va indiquer à la personne ce qu'elle doit faire dans le cadre de son activité. Vous entendez le camion? Vous entendez? Un instant, s'il vous plaît. Oui, c'est bon, c'est bon. Veuillez maintenir le silence pendant quelques instants. Veuillez prononcer 0. 0. 1. 1. 2. 2. Vous êtes l'utilisateur Laurent Martin. Dites OK pour vous connecter. OK. Client, Dunkerque. Total mission, 43 colis. 5, 3, 4. 20 cartons. 3 OK. 3 restent 17. 2 OK. 2 restent 6. Quantité, total 20, validé 20, bouteilles. 2, 1, 3. 2 cartons. 2 OK. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un outil qui indique à l'individu où aller, dans quelle allée aller, comme chez Ikea, quoi, quelle rangée, quelle colonne, et puis prendre. Et puis, donc, on lui donne quels sont les produits à prendre. Et par des codes détrompeurs, il dit, voilà, j'ai pris, OK, donc j'ai pris 2, 3 choses. Et voilà. Donc, on réduit comme ça à la fois le nombre d'erreurs. On s'assure qu'ils prennent bien les produits nécessaires par rapport à la commande. Et puis, on accélère aussi parce qu'on va avoir une sorte de flux tendu. On va optimiser la prise de commande pour réduire un peu les allers-retours inutiles. Sauf que cette manière de voir les choses, et puis j'oubliais, les géolocalisés, donc on vérifie aussi qui suit bien le circuit attendu. Donc c'est ce que j'appelle des technologies prescriptives et substitutives, donc qui se substituent partiellement totalement à l'expertise humaine, au savoir humain, et prescriptif parce que, vous voyez, c'est ce qu'on appelle des systèmes hétéronomes ou informatifs, c'est-à-dire que ça renvoie à l'idée d'une technologie qui prescrit le travail à faire et qui est capable d'évaluer si le travail respecte bien ce qui a été défini. Ça remplace les petits chefs. Donc c'est plus insidieux. Et ça, pourquoi je dis qu'il y a un problème en termes de perte de sens et de conflit de critères de qualité? Parce que là, globalement, vous voyez qu'auparavant, j'avais une feuille de commande et je regardais ce que j'avais comme commande. Et là, il y avait une intelligence de la tâche et de l'activité parce que j'allais organiser mon parcours, non pas, si je peux effectivement optimiser en termes d'économie, mais surtout en termes de qualité de la palette. Je voulais organiser une belle palette pour 3 raisons. Une belle palette, ça veut dire peut-être de me contraindre à aller un peu plus loin chercher un produit avant de prendre celui qui est tout prêt, de faire un peu plus de parcours et de revenir. Parce que d'une part, je veux que ça soit une palette. Je vous dis, je ne travaille jamais seul, je travaille toujours avec quelqu'un et pour quelqu'un. Déjà, peut-être pour mes collègues, soit ceux qui sont sur des manitou, les Fenwick ou les routiers, pour quand ils prennent une palette, elle ne se casse pas la figure. Donc, faire une belle palette cubique. Donc, je pense à eux déjà. Donc, ils vont me dire, tu es un collègue, tu bosses bien, tu n'es pas comme l'autre là qui est nul, je n'ai pas confiance en lui. C'est bon, ce que tu fais, ça nous sert, c'est utile pour nous. Merci pour ce boulot, tu fais du bon boulot. Ça, c'est une première critère de qualité, faire une belle palette cubique qui s'encastre dans le camion. La deuxième raison, c'est effectivement faire une palette aussi qui corresponde aux clients. Moi, parce que je ne veux pas que les produits les plus lourds soient au-dessus des produits les plus légers. Je ne veux pas que, je sais pas, moi, si c'est dans un supermarché qui livre les commissions, qui mettent les bouteilles d'eau au-dessus des fruits, quoi. Je ne veux pas avoir des fruits écrasés, étalés. C'est pas possible. Donc moi, j'ai l'attente de ça.
une palette qui respecte les exigences, les attentes du client. Et puis une troisième chose, on parlait tout à l'heure de révolution un petit peu écologique, c'est que plus vous faites une belle palette, vous empilez, et là ça demande une expertise de produits, plus vous mettez de produits dans le camion, et moins vous faites de navettes. Vous avez calculé qu'on pouvait économiser 12 à 15% de trajet quand on peut remplir un camion pleinement. Donc vous économisez les transports. Et du coup, d'un point de vue écologique, c'est quand même plus raisonnable, quoi. Et c'est plus favorable. Donc pareil, je trouve du sens là-dedans dans ce que je fais. Il y a un intérêt, une utilité sociétale, écologique aussi dans mon travail. Sauf qu'encore une fois, les prescriptions de l'outil se heurtent de plein fouet à ma vision d'un travail bien fait. Parce que lui s'en fout des critères que je viens d'évoquer. Lui, c'est la performance, l'efficacité. Il faut aller vite le plus rapidement possible, notamment en période de rush, été, etc., etc. Donc, il faut aller très vite. Et effectivement, je ne peux rien faire parce que je dois me soumettre à ces outils. Et moi, je dis, par rapport à ces systèmes, on dépossède l'individu de son expertise pour mieux le posséder, pour mieux finalement l'asservir à des ordres, à des exigences, parce que autant ceux d'avant, ceux qui avaient cette expertise-là connaissaient, mais là, on lui dit, tu n'as pas à apprendre, tu obéis à la machine. Puis ça gère, vous voyez, en termes de turnover, de gestion, parce qu'il y a beaucoup, il reste 6 mois, ils partent, parce que ça crée beaucoup de TMS, de dégâts humains, ce type d'activité. Et on dit, tu obéis à la machine, tu n'as pas besoin de te former, et tu réalises, et simplement, voilà, tu es passif. Donc on voit ce rapport qui est inversé. C'est l'individu qui est au service de la machine, c'est plus la machine qui est au service de l'individu. Dans ce rapport du travail. J'aurais plein de choses à vous dire, mais je n'ai pas le temps. Voilà, mais par rapport à ça. Si on regarde après, donc ça c'est la prescription de la rationalité, c'est-à-dire comment ça organise, ça structure le travail des personnes, et ça organise l'activité. On peut voir aussi ce qu'on appelle une prescription de la subjectivité. Alors là, c'est beaucoup plus insidieux, c'est beaucoup plus pervers, je dirais, et là, c'est les formes d'IA qui arrivent actuellement. Dans la manière, parce qu'on est en train de finaliser un article avec le doctorant, là justement, sur la revue des conditions de travail de l'ANACT, sur l'IA explicative. Donc, je reviendrai après, mais voilà. On travaille dessus avec Thales, avec EDF, avec Matrix, des groupes pour pouvoir voir un peu quelle serait une IA soutenable dans l'activité. Et on arrive effectivement avec ce discours où on dit, voilà, il y a une IA qui va venir remplacer les individus. Mais attention, on ne va pas vous remplacer pour tout, n'importe quoi. C'est un peu le discours qui est très vendeur, finalement, très marketé, sur des tâches qui sont justement insignifiantes, des tâches de bas niveau, des tâches sous-qualifiées qui finalement vont vous permettre de vous replacer dans des activités à plus haut niveau, plus stimulantes, plus intéressantes pour vous. Ah bon, très bien. Donc on ne peut être que d'accord avec ça. Donc vous voyez, il y a un peu cette captation aussi d'un besoin et puis ce que j'appelle moi une sorte de fascination anesthésiante où on ne peut pas être contre les outils qui nous promettent un meilleur. On réenchante le monde du travail quelque part. C'est-à-dire on rend plus attractif le travail, mais on réenchante. On ne sera plus emmerdé par les petites tâches. Par exemple, toutes les répondre à des emails, ce que je vous ai présenté tout à l'heure, Watson, qui est chez les compagnies bancaires, va vous permettre de répondre de manière automatique à tous ces petits emails qui vous embêtent la journée, qui vous polluent là, avec la dispersion. C'est super, ça réenchante mon travail. Sauf qu'encore une fois, c'est méconnaître le travail réel des gens. Parce que si ces outils viennent me prendre ces petites tâches qui, a priori, sont perçues par l'organisation comme non productives, non stimulantes, peu valorisantes, de leur point de vue, peut-être que pour moi, elles ont du sens, ces petites tâches. Pourquoi? Parce que moi, dans des activités à très haut niveau, j'ai besoin de me reposer parfois. Et c'est peut-être en faisant ces tâches de bas niveau que je souffle un peu. C'est pareil, c'est peut-être dans des tâches autotéliques, c'est-à-dire qui n'ont d'autre sens que leur réalisation même. En coupant les carottes, le cuisinier coupe les carottes, il n'y a pas d'autre chose, il pense à la recette d'après. Il pense à améliorer sa recette, à préparer. Je me rappelle du discours d'un ouvrier spécialisé dans une chaîne de production qui disait « Moi, vous ne m'enlevez pas la chaîne de production, là, mais 1h30 avec les autres tâches, je veux pas, je suis très bien. Il me dit pourquoi? Mais c'est nul, vous faites rien. Si, parce que je suis un compositeur de musique. Pendant ce temps-là, je compose la musique. Je vagabonde, quoi. Je m'éloigne. Je fais du vagabondage intellectuel. Et donc, pour moi, ces tâches, elles ont peut-être du sens, une utilité pour moi. Parce qu'elles me permettent d'avancer, de réfléchir, d'imaginer, de me reposer. Ça, c'est une première chose. Donc, vous voyez, donc ça, c'est cette subjectivité qui n'est pas prise en compte, la vie du salarié. La deuxième idée, c'est aussi cette prescription de la subjectivité parce que
en mettant en place justement de nouvelles technologies qui sont plus productives, plus performantes, plus créatives, on attend finalement du salarié qu'il soit au même niveau que ces machines. C'est-à-dire qu'il soit plus créatif, plus imaginatif, plus proactif, qu'il ne fasse jamais de fautes, qu'il parle bien, qu'il fasse des emails super, qu'il fasse des présentations parce qu'il peut être pris. Et donc, on a un niveau d'exigence, d'attention, d'implication, d'engagement, de responsabilité plus élevé. Ce sont des attentes nouvelles vis-à-vis du salarié à cause des outils, des apports que leur contribue l'outil. Il te reste 10 Troisième, minutes, c'est aussi Marc. une intensification de la charge de travail. On en revient un peu à ce que vous avez. Pourquoi? Parce que... Marc, oui, il te reste 10 minutes maximum. C'est bon? je vais choisir les choses. Pourquoi? Parce que si on m'enlève ces petites tâches, je n'ai que les tâches de très haut niveau à faire, à réaliser. Et là où je peux être en situation d'échec, je peux être confronté à des situations d'échec, et puis je suis aussi dans un haut niveau d'activité. Hein. Je parlais tout à l'heure de Watson qui prend en charge les petits emails. Moi, les conseillers clientèle qu'on avait rencontrés nous disaient, moi, je n'ai que 2 demandes qui sont très, très difficiles, avec plein d'implicites à gérer, plein de réponses à élaborer, et je ne suis pas si sûr, je suis pas plus, voilà, c'est difficile. Donc, on peut aussi avoir des échecs, une perte d'estime de soi. Et puis, la dernière chose, c'est effectivement un processus de réification, c'est-à-dire qu'on on s'adapte finalement au fonctionnement de l'outil, comme je l'ai montré juste avant, c'est-à-dire qu'on se met au niveau de la machine. Hein. Si, comme je dis, la technologie ne peut pas s'élever au niveau d'intelligence humaine parce que notre intelligence, elle fonctionne dans plein de domaines, plein de contextes différents, en faisant face à plein de choses qui surgissent de tout le temps, et on est complexe, et l'intelligence, l'IA ne peut pas rivaliser à ce niveau d'intelligence, qu'est-ce qu'on fait? On demande à l'individu de se rabaisser au niveau de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire vous voyez, quand on fait des prompts, on doit apprendre les prompts, on doit savoir comment on les fait. Quand vous parlez avec un robot vocal, je peux pas parler comme je fais là. Il faut que je parle plus lentement avec des discours, des phrases plus courtes, plus structurées, parce que sinon, il y a un mot sur 3 qui n'est pas compris. Donc, il faut que je m'ajuste au fonctionnement de la machine. Et donc, on devient finalement ce que j'appelle des systèmes humains, enfin, ce sont des systèmes humainement augmentés, c'est-à-dire que nous adaptons pour pouvoir alimenter ces machines et les faire fonctionner. Ou en tout cas, leur permettre d'exprimer leur intelligence dans des activités toujours complexes. Donc, on ne peut pas se passer d'intelligence humaine, même avec ces systèmes. Ce n'est pas possible. Bien qu'elles nous aident. Hein. Et puis, je parlais de processus de vérification, voire de manière beaucoup plus subtile, comment même notre être s'adapte, s'ajuste à ces exigences technologiques. Tout à l'heure, là, quand je vous ai montré ces voice speaking où les gens disaient « OK, OK », alors c'est pas nouveau, hein, Le Guillan l'avait déjà montré pour les standardistes qui disaient qu'ils rêvaient la nuit avec des « allô, oui, machin, etc. » À force de répéter les mêmes paroles, elles les répétaient dans leur tête, elles disaient. Et là, la même chose dans un article qui a été publié, je crois que c'était par l'INRS, les gens évoquaient aussi cette idée que la nuit, ils en rêvaient, mais ils répondaient à leurs proches de la même façon, c'est-à-dire qu'on cale notre comportement, on s'accommode finalement en fonctionnant de la machine pour délivrer la même façon d'être et de faire. Ils répondent « OK », et ils ont dans le même style, la même façon de faire. Ou alors, ici, là, c'est une autre recherche, c'était pour une IA de détection des chutes à domicile qu'on avait développée avec des laboratoires. Donc, c'est une IA, vous voyez, qui permet de voir comment, quand la personne tombe, chute, et si c'est une chute avérée, elle va déclencher une alerte, soit demander à la personne si ça va ou pas, ou alerter les secours, si elle ne répond pas, ou si la personne reste inerte depuis un trop long moment. Donc, c'est des systèmes qui fonctionnaient bien. Et ce qui nous a interpellés, qu'on a fait des observations, des analyses et des simulations d'activité, donc prévoir le devenir de l'activité avec ces outils-là, ce qu'on a montré, c'est que les gens, quand ils tombaient avec le système, alors on a fait ce qu'on appelle l'autoconfrontation, ils tombaient beaucoup plus fortement et criaient plus fortement avec les systèmes que sans système. Donc c'était des systèmes qui avaient des effets rebonds, mais négatifs. Les gens se faisaient plus mal. Et puis pareil, quand les personnes faisaient des petites chutes qui pouvaient se récupérer, on voyait qu'ils tombaient plus. On s'est dit, mais pourquoi? Donc on les a interrogés en montrant les vidéos. Expliquez-nous pourquoi il y a ce changement de comportement et de conduite où vous tombez plus fort, vous criez plus fort. Vous savez, moi j'ai un médaillon là d'alerte. Et quand je tombe, ce qu'on appelle une technologie tangible, j'appuie sur un bouton, puis ça appelle les secours. Là, c'est une technologie ambiante pervasive, c'est-à-dire que c'est autour de moi, et je ne sais pas si elle va prendre en compte ma chute. Donc, pour être sûr, quand je tombe,
Donc c'est des caméras qui sont là, intelligentes, qui captent votre comportement. Eh bien, je vais tomber plus fortement, je vais crier plus fortement pour être sûr que je sois bien identifié. Donc je vais me faire mal aussi en tombant plus fortement. Ah oui. Mais pourquoi alors, quand vous tombez plus légèrement, vous faites pas mal, pareil là, vous essayez de rattraper pour vous tomber. Je dis parce que, vous savez, moi je dis jamais quand je tombe à mes proches, tout le temps. Parce que si je tombe trop, qu'est-ce que je fais? Hein, on est dans un système, encore une fois, qui est élargi. Hein. Même, vous voyez, une chute, elle est toujours destinée. Dis-moi, si les gens savent que je chute trop chez moi, ils m'envoient en EHPAD, parce que c'est trop dangereux. Et la caméra, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rendre compte de mes chutes, des petites ou des grandes. Donc je veux me récupérer, c'est-à-dire qu'effectivement, même pour les petites chutes qui me feraient pas mal, je vais vouloir me récupérer, mais en voulant se récupérer, la personne va se faire plus mal et va tomber. Voilà. Donc vous voyez comment aussi ces chutes bouleversent, comment les technologies, bouleversent aussi ce qui peut être le plus intrinsèque, le moins contrôlable, le plus spontané de nous, qui sont les chutes. Comment ça bouleverse? Quand je suis une accommodation à la technologie, ça va jusque-là. J'avais plein d'autres choses à vous montrer, mais vous voyez, je parle beaucoup et je vous renverrai à mon livre ou à d'autres choses, mais où justement on avait aussi étudié jusqu'où on se soumet aux technologies, ce que j'appelais la soumission à l'autorité technique, mais je n'aurai pas le temps de vous le montrer, c'est-à-dire qu'on est aussi sur des phénomènes qui nous intéressent nous, qui sont liés à la confiance ou la surconfiance des outils, donc de pouvoir, donc c'était avec Milgram, on reprenait des choses, on avait fait plein d'expériences, pour montrer que dans les tests qu'on mène actuellement, au niveau de Thales ou EDF, dans le domaine militaire ou dans le domaine du diagnostic nucléaire, quelle est la place que doit prendre la technologie justement dans l'assistance des diagnostics humains, pour pas qu'il y ait une trop grande confiance ou une méfiance, ou une défiance, mais juste la confiance. Et que cette activité où l'outil va venir assister l'individu dans son travail soit une activité qui se complète, mais que ce ne soit pas une nouvelle tâche qui va générer de nouvelles astreintes, de nouvelles contraintes de travail également. Donc, il faut trouver le juste milieu dans cette relation de confiance, dans cette charge de travail et dans cette intégration d'activité qui est toujours un petit peu extraordinaire. Et donc, on avait, voilà, je n'aurai pas le temps de vous montrer ça, mais effectivement, on voit de plus en plus où finalement, on est dans des situations où les gens se soumettent aux décisions technologiques, comme la soumission à l'autorité, on a ce qu'on appelle la soumission à l'autorité technique. On suppose que cette technologie détient un savoir, une connaissance qu'on ne maîtrise pas dans la situation un peu difficile et délicate dans laquelle on se trouve, et on va lui obéir. Et ça marchait dans tous les cas. Moi, j'ai montré ça, voilà, pour différentes raisons sur lesquelles on peut revenir, si vous voulez, dans les discussions. Et puis, une dernière chose, c'est pareil, je n'aurai pas l'exemple. Si, c'est justement une dernière chose sur la qualité au travail, c'est la fragilisation des collectifs de travail. Dans l'idée aussi que comment ces technologies vont modifier, vont transformer à la fois la façon dont s'organise le travail collectif entre les gens, redéfinissant des positions, des statuts, des rôles, les uns par rapport aux autres, et donc ce n'est peut-être pas acceptable, et ils vont fragiliser un peu les ajustements, la coordination. On le voit notamment dans tout ce qui est le travail collectif et l'isolement au travail, où les gens, chez eux, ne sont plus ensemble, hein, et donc vont rendre compte, vont se mettre en visibilité leur travail, ce qu'on appelle un métatravail. C'est-à-dire que avant, j'étais côte à côte dans le bureau et les gens voyaient ce que je faisais, je n'avais pas besoin de verbaliser, ils entendaient, ils écoutaient, ils se mettaient à mon niveau pour travailler. Mais là, depuis chez moi, je dois expliciter concrètement où j'en suis pour que les gens s'ajustent et se coordonnent à moi. Et ça, c'est un métatravail, c'est un travail nouveau. Donc, c'est une charge de travail nouvelle. Donc, je produis l'information, mais les autres doivent la lire. Donc, on voit aussi comment ça constitue. Et puis, il y a l'aspect collectif de travail. Le collectif de travail, par rapport au travail collectif, c'est différent. Le travail collectif, c'est la coordination, l'organisation d'un travail pour fonctionner ensemble. Le collectif de travail, c'est l'âme d'un groupe. C'est ce qui lui permet de tenir face aux difficultés, c'est le soutien psychologique, social, organisationnel qu'il apporte, c'est de faire face aux difficultés, aux dilemmes de travail, c'est définir ensemble des règles où on se sent puissant. On n'est pas tout seul chez soi pour dire non à quelqu'un, mais j'ai le collectif derrière moi quand je dis non à quelqu'un, ou pour choisir face à des alternatives. Voilà, j'en ai discuté, donc c'est quelque chose qui apporte. Or, aussi, comment, on l'a vu dans différentes études, ces nouvelles formes de travail, et les technologies aussi, vont fragiliser ce collectif, ce sentiment d'appartenance à une âme. On n'est plus sur une collection ou des collectifs artificiels, c'est-à-dire une superposition d'individus. Et donc là, l'idée, c'est de mettre en visibilité, en scène son travail. En visibilité, c'est mettre en scène son travail. Donc on est plus dans la solitude, c'est-à-dire qu'on est seul au milieu des autres. On n'a pas de destinataire de secours. On ne peut pas dire que ça ne va pas. On ne peut pas pouvoir compter sur les autres. Et c'est ce qu'on appelle la déréliction aussi. Hein.
Et donc, on va essayer de recréer ces collectifs en mettant en scène son travail pour montrer aussi ce que l'on fait, mais comment on le fait, qu'on travaille bien, pour avoir confiance en nous. Et pareil, ça exige aussi des compétences, une stratégie, un engagement important. Donc ça, c'est aussi un méta-travail qui est important. Et j'avais une vidéo. La dernière vidéo que je voulais montrer, c'est quand même intéressant. Pareil, c'est comment ça, quand je parlais, ça redéfinit les rôles sociaux, les positions sociales. C'est la mise en place de robots au sein du domicile, de l'EHPAD, des EHPAD, c'est des petits robots, paro, qui sont des petits robots compagnons qui sont très mignons et qui bougent, vous voyez, quand on les touche. Oh là là, que t'as le petit. Oh, puis ferme les yeux. Il est beau, hein? Regardez. Je l'ai à la Il rétine. n'avait pas vu encore ce mémé. Il dort. Non, il attend les caresses. Ah Vous bon? pouvez caresser? Ah bah oui. C'est ce qu'il attend. Vous voyez? Regardez. Voilà. Et donc, c'est un robot qui est capable de réagir un petit peu au toucher en émettant des bruits, en regardant avec des yeux très attendrissants, en se mouvant. Et donc, on avait fait un projet avec des collègues de psychologie de la santé cognitive pour voir quel était l'apport de ces robots pour la remédiation cognitive et psychosociale de ces personnes, et puis nous, pour voir un peu l'acceptation de ces outils dans l'EHPAD. Parce que ces personnes, vous voyez, c'est des usagers, ce sont des aides-soignantes aussi qu'ils utilisent, mais qui vont aller brancher, nettoyer. Et cette tâche se rajoute aussi à une autre tâche qui est déjà, on le sait, dans des EHPAD extrêmement importante. Et on peut voir un peu quel est l'effet de cet outil. Et ce qui nous a intéressé, c'est de regarder justement un peu comment ça se passait. D'abord, les relations. On voit que l'aide-soignante, elle a créé une nouvelle tâche qui est effectivement cette relation avec la personne âgée pour discuter et pour finalement enrichir son travail. Parce que ce n'est pas qu'une aide-soignante, c'est autre chose. Et c'est ce qu'elle dit là, vous voyez, elle dit, elle passe du cure au care, dire que s'il n'y avait que le soin d'hygiène et de confort, s'occuper du cul, du caca en somme, nous serions des techniciennes de surface corporelle. Mais il y a la relation avec le patient qui se définit que nous ne sommes pas que cela. Donc elle a recréé une nouvelle activité, qui est une activité grise, invisible, où elle va prendre du temps, être en lien avec la personne et discuter avec elle pour avoir une utilité, quoi. Se sentir importante, utile dans cette relation avec cette personne âgée. Elle le sent. Et avant, donc, on a regardé, nous, comment se passait cette relation. On a fait des analyses en termes de direction du regard, nombre de verbatims, de posture, pour voir les interactions, la qualité de ces échanges, comment ça se passait. Et on a mis le robot. Et donc, vous avez une triade. Et quand il y a une triade, il y a toujours deux contre un. Et on voit ce qu'on va arriver, c'est que progressivement, vous avez l'aide-soignante qui disparaît au profit d'une interaction exclusivement entre le robot et la personne âgée. Et voilà ce qu'elle dit, l'aide-soignante, elle dit, il y a une concurrence entre la soignante et le robot, c'est mon ennemi en fait, c'est mon concurrent. Elle le regarde tellement en souriant que j'ai l'impression que sa relation avec le robot est plus importante que la relation qu'on a nous ensemble. Mais en même temps, elle voit bien, cette aide-soignante, que c'est utile, parce que c'est vrai que c'est extrêmement favorisant et positif pour la personne âgée. Je suis attendri quand elle me regarde avec ses yeux. J'aime bien la voir, la personne âgée, comme ça, avec lui. Tu sens qu'elle apprécie de le voir. Mais moi, ça ne sert pas forcément à grand-chose à lui. Marc-Éric, il faut que tu conclues là maintenant. Ouais. Donc, je suis désolé. Je suis désolé. Donc on voit effectivement comment cet outil va venir perturber cette relation, ce lien, cette organisation sociale en réduisant la personne. Et comme je le disais, l'aide-soignante a une position d'invisibilité. Or, comme je le disais, c'est cette soignante qui va venir et qui va aller nettoyer, qui va venir recharger ce robot. Et si elle ne se sent pas utile, elle ne portera pas le projet. Et ce qui est intéressant, et je terminerai là-dessus, c'est vraiment aussi, on voit comment ces technologies peuvent effectivement générer des difficultés, mais aussi peuvent révéler et amplifier des difficultés existantes, mais aussi révéler l'activité. Parce que grâce à ça, grâce à ces projets technologiques, c'est aussi un moyen de parler du travail d'avant pour mieux penser le travail d'après. Parce que là, en l'occurrence, vous avez un travail gris qui n'était pas du tout visible par l'organisation, mais la mise en place de ce projet a permis de démontrer à l'organisation qu'il y avait ces tâches qui étaient là, qui étaient importantes, et qu'il fallait les valoriser, les prendre en compte et en discuter. Et penser avec les aides-soignantes ce projet de mise en place de l'outil. Donc, repenser globalement. Voilà. Je m'arrêterai là. Et en conclusion, je vous
propose ce schéma qui reprend un peu les 3 éléments et que je pourrais éventuellement compléter à l'oral. Je vous remercie pour votre attention.